Bonsoir Rima Abdulmalak, merci d'être avec nous en direct de Beyrouth, la capitale libanaise. Vous êtes la directrice du grand quotidien libanais L'Orient le Jour. Vous êtes également ancienne ministre de la Culture. Restez avec nous. Évidemment, on va parler avec vous des négociations qui vont s'ouvrir demain à Washington entre les représentants libanais et les représentants israéliens. Mais d'abord à 19h33, c'est l'heure de notre séquence Vrai ou Faux comme tous les soirs dans Tout est politique. Bonsoir Luc Brisson. Luc, bonsoir. Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban a perdu les élections législatives hier en Hongrie au profit de son opposant Peter Magyar. Une victoire saluée notamment par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Je la cite, « Le cœur de l'Europe bat plus fort en Hongrie ». Mais pour le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, tout ça est ridicule car selon celui-ci, Orban et Magyar en Hongrie, ce serait la même chose. Quand vous voyez les réactions hier de Mme von der Leyen, des macronistes sur Twitter, enfin sur X, c'est assez ironique. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas lu le programme de M. Magyar, qui a 90% et le programme de M. Orban. Alors, Magyar-Orban, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même programme? Justement, on s'est penché sur les programmes. Alors, c'est pas forcément évident, puisqu'il faut savoir que le parti du Fidesz, de Viktor Orban, n'avait pas un site internet avec un programme très clair établi. Donc, il faut un peu regarder à droite à gauche. Chez Peter Magyar, avec son parti TISA, il y avait un PDF de 250 pages. Alors, on s'est plongé dans ce fameux PDF. Mais déjà, avant de parler des programmes, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de Peter Magyar, c'est que c'est un ancien du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Il a notamment travaillé au ministère des Affaires étrangères hongrois, et c'est qu'en 2024 qu'il a quitté le parti d'Orban avec l'ascension éclair qu'on lui connaît derrière. Et Peter Magyar, finalement, on connaît déjà un petit peu son positionnement politique, puisqu'il est député européen, et au Parlement européen, il siège avec les Républicains. Donc c'est un homme de droite assez classique, on peut dire. Je rappelle que les eurodéputés du Fidesz, le parti d'Orban, eux, ils siègent aux côtés du Rassemblement national. Maintenant, si on s'intéresse vraiment aux propositions, Peter Magyar, dans son programme, comme Viktor Orban, finalement, il est très ferme sur l'immigration. Je cite son programme: « Dans une Hongrie pacifique et ordonnée, personne n'aura à craindre l'immigration illégale. La clôture frontalière restera en place et nous renforcerons la protection des frontières du pays et de l'Union avec des mesures de défense supplémentaires. » Parce qu'il faut savoir que la Hongrie, elle est séparée de la Serbie par un grillage de barbelés qu'on va voir. Ça a été mis en place sous Orban. Et Peter Magyar, qu'on voit à gauche dans cette vidéo, lui, il est très favorable à cette frontière. Il avait notamment fait cette vidéo devant pour dire que c'était très bien ce grillage entre les deux pays. Et sur les questions sociétales, à présent, Luc, Viktor Orban est un ultra-conservateur. Qu'est-ce qu'on sait de Peter Magyar? Est-ce qu'il est sur la même ligne? Oui, Viktor Orban, il avait mené des politiques très dures envers les LGBT, avec notamment, par exemple, une loi en 2021 qui interdisait la promotion, entre guillemets, de l'homosexualité. Alors, Peter Magyar, il n'est pas dans un registre aussi extrême, mais il parle finalement très peu de ce sujet. Quand on regarde son programme, on n'a pas trouvé une seule ligne sur les droits des LGBT. Donc, c'est difficile de dire si il va vraiment se détacher d'Orban sur ce point-là. Il est resté assez flou. Il faudra suivre et voir ça dans le temps. Il y a quand même, Luc, des différences assez marquées entre les deux hommes, notamment concernant la politique internationale de la Hongrie et sur ses alliances. Oui, bien sûr. Et la première rupture, c'est avec la Russie. Viktor Orban, il s'est toujours montré très conciliant avec Moscou. Dernièrement, on apprenait que le ministre des Affaires étrangères hongrois révélait à son homologue russe le contenu de réunions à Bruxelles. Alors, Peter Magyar, lui, se veut sans ambiguïté sur le sujet. Je cite son programme: « La Hongrie ne sera pas un pays qui se frotte aux criminels de guerre ou aux dirigeants tout-puissants de régimes autocratiques dans l'espoir de gains politiques ou financiers. Notre pays redeviendra un membre utile et constructif de l'Union européenne et de l'OTAN. » Et Peter Magyar, il veut aussi se détacher de la dépendance de son pays au pétrole russe qui s'est développé sous Viktor Orban. Il estime que ça représente un risque systémique. Et puis, en se rapprochant justement de l'Europe, Peter Magyar, il espère récupérer des aides qui sont actuellement bloquées par Bruxelles, notamment aussi en entamant une grande réforme contre la corruption, parce que la Hongrie, selon Transparency, il faut le savoir, c'est le pays où il y a le plus de corruption en Europe. Donc l'arrivée de Peter Magyar, pour finir, ça va être un gros changement au sein des institutions européennes. Par contre, sur les questions des mœurs, sur les questions de l'immigration, là, c'est pas sûr qu'il y ait un énorme bouleversement par rapport à Viktor Orban. Alors, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Luc Brisson de la cellule Vrai ou Faux. On vous retrouve, vous et toute l'équipe, pour l'émission hebdomadaire. Le samedi à midi et le dimanche à 20h. Merci beaucoup, Luc. Bonsoir, Rima Abdulmalak. Donc, merci d'être notre invitée ce soir dans Tout est politique. Vous êtes directrice du grand quotidien libanais L'Orient le Jour et ancienne ministre de la
la culture. Vous êtes avec nous ce soir depuis Beyrouth. Rima Abdulmalak, alors que la guerre est entrée dans sa 7e semaine, des discussions vont commencer demain entre le Liban et Israël à Washington. Dans quel état d'esprit sont les Libanais à la veille de ces discussions? Qu'en attendent-ils? C'est quand même un moment historique parce qu'il n'y a jamais eu de discussion directe entre le Liban et Israël. Donc là, ce sont des toutes premières discussions et pas véritablement des négociations, mais c'est un début. Donc il y a un tout début d'espoir, même si les Libanais ont peu d'illusions sur l'issue de ces discussions, parce que le rapport de force est tellement déséquilibré entre le Liban et Israël, et que nous n'avons pas l'impression d'avoir l'appui des Américains dans ce processus. Mais on espère au moins qu'il va y avoir un cessez-le-feu et qu'on ne va pas pouvoir continuer à être sous les bombes pendant que des discussions démarrent. Parce qu'en fait, il faut vraiment que le langage des armes se taise pour que le langage diplomatique commence. Justement, le Premier ministre libanais a accepté de débuter ces discussions alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le sud du Liban. Comment cela est-il perçu par les Libanais ? Lui-même, en fait, a reporté le voyage qu'il avait prévu à Washington pour se consacrer au suivi de la situation ici au Liban. Ces discussions sont vraiment un préalable à la négociation. Je pense que ce ne sont pas véritablement des négociations puisqu'il y a cette demande de cessez-le-feu pour démarrer de vraies négociations. Donc pour l'instant, il y a encore quand même ce bras de fer que la France appuie. D'ailleurs, la France demande également ce cessez-le-feu. Il est impossible de commencer à négocier alors que Israël continue à bombarder plusieurs fois par jour le sud du Liban. Bonsoir madame. Je voulais savoir quel était le degré d'autorité, le degré de légitimité que peut avoir le gouvernement dans ce genre de négociations, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'avis de Libanais, donc on n'est pas capable, nous, de faire la proportion, de savoir qui pense quoi et quelle est la majorité. Mais est-ce qu'il arrive suffisamment armé, pour pouvoir, même si vous dites que pour l'instant ce n'est pas encore une négociation, avoir une forme de crédibilité donc pour une discussion avec les Israéliens? Vous avez en fait là un président de la République et un Premier ministre qui sont arrivés depuis un peu plus d'1 an. C'est une nouvelle équipe gouvernementale qui, pour les Libanais, est l'équipe la plus déterminée à faire évoluer la situation, à sortir le Liban de ses crises, la plus déterminée à mener les réformes, la plus déterminée à désarmer le Hezbollah. Et c'est la première fois qu'un président tend la main. C'est lui, le président libanais, qui a le premier proposé des négociations directes avec Israël. Donc l'autorité est là, la volonté est là, la crédibilité est là. Maintenant, il y a évidemment une opposition très nette du Hezbollah et des partisans du Hezbollah qui ont même manifesté ce week-end contre le Premier ministre, contre ces négociations. Mais honnêtement, ces manifestations n'ont pas drainé tant de monde que ça. Il y a une majorité des Libanais qui soutiennent ce gouvernement et qui soutiennent ce chemin vers la paix et la stabilité pour le Liban. Mais vous dites le gouvernement le plus déterminé, mais jusqu'à quel point est-ce qu'un gouvernement libanais aujourd'hui peut soutenir ouvertement et surtout mettre en place véritablement le désarmement du Hezbollah sans payer un prix important sur le plan intérieur? Est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce qu'il est déterminé à le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Il n'a pas le choix, c'est la clé en fait. C'est cette question-là du désarmement du Hezbollah qui est la clé de tout pour l'avenir. Il était déjà engagé dans un plan qui s'appelait le plan de monopole des armes en 5 phases. Un plan de désarmement dont la première phase avait eu lieu. La deuxième venait de commencer, elle a été interrompue par cette guerre. Donc on peut estimer que c'est trop lent, que c'est pas assez ferme, que ça va pas assez vite peut-être. Mais en tout cas, il était engagé ce plan, il avait été présenté en Conseil des ministres, il avait commencé à être mis en place. Mais l'armée libanaise a besoin de soutien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Emmanuel Macron avait prévu le 5 mars à Paris une grande conférence internationale de soutien à l'armée libanaise qui, évidemment, n'a pas pu avoir lieu vu que la guerre a commencé le 2 mars, 3 jours avant.
Mais il est évident que l'armée libanaise n'a pas du tout les moyens de l'armée israélienne, a besoin d'aide technologique, militaire, financière, a besoin de formation. Et donc c'est cette communauté internationale qui peut se mobiliser aussi en soutien à l'armée, qui relégitimera l'État libanais, qui donnera plus d'autorité à l'armée. Ça, c'est absolument indispensable. Moi, je voudrais vous poser 2 petites questions pour mieux comprendre. Est-ce que vous pensez profondément que si l'armée libanaise est aidée, que vous parliez de soutien logistique et tout, il y a une possibilité d'arriver à ce but? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut gérer, peut contrôler, peut faire pression sur le Hezbollah, ou c'est une tâche qui a l'air, mon Dieu, extrêmement difficile à atteindre, et ce qui expliquerait que depuis une éternité, le Hezbollah, je ne vais pas employer des termes vulgaires, mais pourrit un peu la vie du peuple libanais. Est-ce que c'est faisable? En tout cas, nous, on ne peut pas se résigner, si vous voulez, à une fatalité qui serait que le Hezbollah, armée, milice iranienne sur notre sol, reste à tout jamais au Liban. Ce n'est pas un avenir qu'on peut espérer pour le Liban. La ligne de notre journal, d'ailleurs, c'est la souveraineté du Liban depuis toujours, depuis 101 ans que ce journal existe. Et donc, on ne peut pas accepter cet horizon-là. Maintenant, il y a en interne la capacité de l'armée et de l'État libanais à désarmer le Hezbollah avec l'aide de la communauté internationale. Il faut bien commencer ce chemin. Peut-être qu'il prendra 5 ans, mais il faut le faire. Étape par étape, quartier par quartier. Et puis, il y a la situation régionale. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? Si le régime iranien tombe ou si le régime iranien est affaibli, les soutiens directs par l'Iran, armes, financement vers le Hezbollah vont se tarir et le Hezbollah sera obligé d'évoluer. Donc il y a les 2 logiques en fait qui vont être à l'œuvre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau régional et comment la communauté internationale peut soutenir le gouvernement, l'armée libanaise. Si on n'a pas ces 2 paramètres ensemble, c'est sûr que la tâche va être plus difficile. Et le pays soutient la population libanaise? Parce que toujours la même chose, on entend un certain nombre de chiites manifestement qui disent on soutient le Hezbollah parce qu'il nous défend, et d'autres qui considèrent que c'est un mouvement terroriste. Quelle est la part de qui pense quoi par rapport à la population libanaise, si tant est qu'on puisse le savoir? En fait, au lendemain de la guerre, vu que le Hezbollah est entré dans ce conflit en lançant 6 roquettes contre le nord d'Israël au lendemain de l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, même les chiites que nos journalistes interrogeaient sur le terrain étaient très remontés contre le Hezbollah et disaient on n'en peut plus, c'est la guerre de trop, que Dieu les maudisse, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, ils sont au service de l'Iran, ils sont pas au service des Libanais. Même les chiites disaient ça. Mais plus les jours avançaient, plus les attaques israéliennes se faisaient disproportionnées, plus il y avait de morts civiles, plus il y avait d'enfants tués, plus il y avait le carnage encore là de mercredi qui a été absolument terrifiant, plus la population a commencé à se ressouder derrière le Hezbollah. C'est bien notre drame, parce qu'on ne peut pas être pour l'agresseur israélien au Liban, même si un jour on souhaite la paix avec notre voisin, et on ne peut pas non plus être pour une milice armée par l'Iran qui est sur notre territoire et qui est un groupe terroriste islamiste. Donc vous voyez, on est pris entre 2 menaces. Mais la majorité des Libanais, si je prends les communautés religieuses, les chrétiens, les druzes, les sunnites, une partie des chiites, aujourd'hui aimeraient sortir de cette impasse et aimeraient le désarmement du Hezbollah et la paix pour ce pays. Mais ce que vous nous dites ce soir, Rima Abdulmalak, c'est qu'à l'inverse, et on voit que l'armée israélienne l'a annoncé avoir frappé encore aujourd'hui, enfin, ces dernières 24 heures, 150 cibles du Hezbollah. À l'inverse, vous, ce que vous nous dites ce soir, c'est que vous observez plutôt que la population se ressoude autour du Hezbollah, identifié comme le défenseur du Liban face à l'agresseur israélien. Oui, le résistant, c'est comme ça que le Hezbollah se définit lui-même, et une partie de la population adopte cette rhétorique de la résistance. Parce qu'en fait, ces frappes israéliennes, elles sont contre-productives. Elles sapent la légitimité de l'État libanais, elles tuent des civils, des familles innocentes, elles détruisent des villages entiers dans le sud du Liban, et c'est pas cette méthode-là qui éradiquera le Hezbollah, puisque le passé l'a montré. J'ai derrière moi une de l'Orient le Jour de 1978 où Israël avait envahi le Liban. On est en 2026. Est-ce que le Hezbollah n'a pas justement grandi, ne s'est pas justement développé en raison de l'occupation israélienne au sud qui a duré 22 ans? Donc en fait, on sait
que ces méthodes-là, la logique de la force jusqu'au bout, en réalité, à très court terme, elle peut donner des chiffres de combattants tués, mais à long terme, elle ne fait qu'en générer d'autres. Aujourd'hui, vous avez peut-être 20 000, 30 000, 40 000 combattants du Hezbollah. Même nos journalistes n'ont pas des sources suffisamment fiables pour dire le chiffre, mais c'est certainement beaucoup plus que 20 000. Donc, que faut-il faire? Est-ce qu'Israël va raser tout le Liban pour en venir à bout? C'est impossible. Enfin, personne ne peut le souhaiter. Donc, il faut changer de méthode et il faut passer par des discussions politiques, diplomatiques. Pour ça, il faut d'abord un cessez-le-feu et que tout le monde s'assoie autour d'une table, ce qui est historique et ce qui peut commencer demain, mais pas sous les bombes, pour que des discussions politiques puissent s'engager. Est-ce que vous entendez aussi les arguments du gouvernement israélien qui dit nous, notre population au nord du pays, elle est bombardée par le Hezbollah, ça ne peut plus durer. Benjamin Netanyahou a même dit qu'il y avait eu une menace d'une invasion à partir du Liban sur le territoire israélien. Est-ce que vous comprenez qu'après le 7 octobre, Israël soit dans une position où il dit non, c'est plus possible, on ne peut plus tolérer une menace à notre frontière, une telle menace à notre frontière? Il y a quelque chose qui m'interpelle tout de même, c'est que lors de la guerre de 2024, Israël a décidé d'évacuer les localités du nord. Ils ont fait partir près de 80 000 habitants du nord d'Israël parce qu'ils craignaient pour leur vie. Cette fois-là, personne n'a été évacué. Il n'y a pas eu une évacuation d'aucune localité du nord d'Israël. Et si on regarde le nombre de civils tués côté israélien, il y a 12 soldats qui ont été tués, d'après nos sources, et 3 civils dans le nord d'Israël. Donc vous voyez bien que s'ils n'ont pas évacué, c'est que la menace sur la vie de ces personnes n'est pas si forte. Donc l'affaiblissement du Hezbollah, son incapacité finalement à envoyer des roquettes qui touchent véritablement ces localités, puisqu'elles sont pour la plupart interceptées. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a dit avoir intercepté une dizaine de drones lancés par le Hezbollah. Donc vous voyez bien, la supériorité militaire israélienne protège ces populations. Donc ni les frappes dans cette intensité, ni l'occupation du sud Liban n'éradiquent le Hezbollah et ni les attaques du Hezbollah ne tuent de civils en Israël pour craindre pour leur vie et les évacuer du nord d'Israël. Donc vous voyez bien que là, il y a une rhétorique militaire sur laquelle il faut s'arrêter un instant pour décrypter un peu plus en détail et se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un narratif aussi pour justifier une violence de plus en plus disproportionnée et refuser au fond de faire avancer les négociations, faire capoter tous les cessez-le-feu possibles et imaginables, faire capoter toutes les tentatives politiques d'avancer. Alors, d'après vous, quel est le but ultime du Hezbollah ? Ça fait un moment qu'il occupe de façon plus ou moins clandestine le Liban. Qu'est-ce qui, à terme, est recherché ? Je pense que le Hezbollah agit dans l'intérêt des Iraniens et du régime iranien. Donc, à partir du moment où il y a un combat existentiel pour le régime iranien, ça devient le combat existentiel du Hezbollah. Son combat n'est pas l'avenir du Liban ni l'avenir de la population libanaise. Évidemment. En fait, le Hezbollah a été créé d'abord en réaction à l'occupation israélienne au sud, mais l'Iran a profité de cette situation pour exporter sa révolution islamique. Donc c'est un proxy de l'Iran depuis 1982 et effectivement, voilà, notre destin du coup est devenu lié au destin de l'Iran. Et avec la volonté d'étendre la pensée ou l'idéologie du Hezbollah à d'autres pays et éventuellement d'éradiquer Israël. Ou l'antitétionniste, comme on dit en Iran. Alors, le régime iranien, oui, bien sûr, dit des horreurs sur l'État d'Israël, a exporté aussi sa révolution islamique en Irak avec les chiites irakiens, au Yémen avec les Houthis, donc il a comme ça un réseau d'alliés dans la région. Le Hezbollah en est un, mais il n'est pas le seul. Et tous agissent en fait pour la survie du régime iranien et pour le renforcement au fond de cette dictature. Donc finalement le but du Hezbollah au Liban, moi si je devais le résumer en allant plus loin que le court terme dans lequel nous sommes, c'est ça, c'est d'être au service de la survie du régime iranien.
Rima Abdul-Malak, on l'apprend à l'instant, le Hezbollah refuse les négociations directes qui doivent s'ouvrir demain entre le Liban et Israël et demande leur annulation. Oui. Est-ce que c'est une déclaration relativement attendue ou est-ce que là c'est un coup de pression, si on peut dire, sur le gouvernement libanais là, ce soir ? C'est totalement attendu, c'est pas nouveau. Ils l'ont répété déjà plusieurs fois. Depuis que le président libanais a tendu la main à Israël en demandant des négociations, ils le disent, donc ça fait plusieurs semaines. Ils l'ont démontré avec ces manifestations ce week-end. Donc c'est absolument pas nouveau et ça n'empêchera pas le gouvernement libanais d'avancer. Maintenant, il faut voir, est-ce que le Hezbollah va être prêt à des démonstrations de force qui pourrait menacer l'équilibre interne au Liban, voire mener à une guerre civile. C'est notre crainte. Mais pour le moment, ils appellent quand même leurs troupes à la retenue. C'est ce qui s'est passé après les manifestations de ce week-end. Il y a eu des déclarations les appelant au calme. Donc, on peut espérer qu'ils ne vont pas aller au-delà de ces déclarations et de cette mise en scène très attendue. Vous nous parliez la semaine dernière, Rima Abdul-Malak, d'une paranoïa globale qui est en train de s'installer dans le pays avec des responsables du Hezbollah qui se cachent, on l'a vu parfois dans des quartiers chrétiens ou alors des quartiers où ils n'ont pas l'habitude de se trouver, ou résidentiels, et qui sont donc visés par l'armée israélienne avec des morts autour. Et vous nous disiez c'est quelque chose qui commence à susciter des tensions au sein de la population. Où on en est ce soir? Est-ce que ces tensions, elles grandissent? Est-ce que vous avez parlé de crainte de guerre civile? Est-ce que tout le monde a ça en tête aujourd'hui au Liban? Oui, en plus aujourd'hui, vous m'interrogez le jour triste anniversaire de commémoration du début de la guerre civile, le 13 avril 1975. 51 ans après, et on a tout ça dans les mémoires. C'est-à-dire que la moindre étincelle, le moindre dérapage peut déclencher quelque chose de plus grand qui nous échappe et qui entraîne le pays dans une guerre qu'on ne veut plus revivre. Aujourd'hui, on a des maires de certaines localités du Liban qui refusent d'accueillir des déplacés de peur qu'il y ait des membres du Hezbollah cachés parmi eux. On a des propriétaires d'appartements qui refusent de louer leurs appartements à des familles déplacés du sud ou de la banlieue sud, au cas où il pourrait y avoir des combattants du Hezbollah parmi eux. Donc il commence à y avoir des tensions entre les communautés. On n'est pas à l'abri que certaines communautés trouvent des armes ou commencent à régler leurs comptes entre elles aussi. Pour l'instant, après 6 semaines de guerre où les nerfs sont à bout, ça n'est pas arrivé, mais on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver, même de manière très sporadique et de manière très minoritaire, mais qu'un incident déclenche d'autres incidents. Et malheureusement, on sait que la guerre civile, il y a 51 ans, a commencé comme ça. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous attendez vraiment de la France? Parce que nous, on fait souvent, on donne un peu l'impression qu'on nous demande partout et qu'on a on est une grande puissance qui peut apaiser les choses. Y a-t-il vraiment une attente et un rôle que la France puisse jouer? Et deuxième toute petite question, de quel côté sont les jeunes? C'est une population qui est plus jeune que une population comme la population française ou les populations européennes. Ils veulent quoi, les jeunes? Enfin, si tant est qu'on puisse répondre à une question aussi vaste. La France et les jeunes, pour résumer. Alors, pour ce qui est de la France a joué un rôle très important au moment du cessez-le-feu de novembre 2024. Donc, les Libanais attendent de la France qu'elle continue à jouer ce rôle de médiation, qu'elle continue à porter sa voix et qu'elle essaye d'embarquer autour d'elle d'autres puissances internationales en Europe, mais aussi les pays du Golfe et surtout peser sur Donald Trump, puisque c'est le seul qui peut convaincre Netanyahou de bouger, en fait. Donc c'est ça notre espoir, et que la France continue à mobiliser de l'aide humanitaire comme elle le fait, une médiation politique. Et je sais que, en tout cas, le gouvernement libanais demandera à la France de contribuer à ces négociations, alors même qu'Israël veut l'en écarter. Pour ce qui est des jeunes, nos journalistes les interrogent tous les jours partout sur le terrain. La plupart aspirent à vivre normalement, à dormir la nuit, à faire leurs études, parce qu'aujourd'hui la majorité des universités sont fermées ou font des cours à distance, à ne pas vivre dans la peur. La majorité aspire en fait à une vie stable et prospère pour ce pays, mais ils ne veulent pas que ce soit au prix ni d'une occupation israélienne
du Liban du Sud, ni au prix d'une mainmise de l'Iran via le Hezbollah sur notre souveraineté. Donc ils aspirent à un pays libre et souverain. Dernière question, est-ce que c'est vrai, j'ai entendu ça, qu'Israël avait exigé que la France ne soit pas représentée aux négociations qui vont s'ouvrir demain à Washington? D'après ce que vous savez? Il semblerait effectivement qu'Israël a exclu la France de cette première étape, qui va être une étape tripartite États-Unis, Israël, Liban. Mais c'est vraiment une toute première étape de discussion, donc il y aura bien d'autres étapes, ça risque d'être un long processus. Et je ne peux pas croire que la France ne soit pas à un moment ou à un autre à la table de ces discussions ou impliquée d'une manière ou d'une autre dans ces discussions. Et on suivra donc ces discussions qui débuteront demain à Washington. Discussion donc directe entre des représentants libanais et des représentants israéliens. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir en direct de Beyrouth. Rima Abdul-Malak, directrice du grand quotidien libanais L'Orient le Jour et ancienne ministre de la Culture. Et bon courage. Et merci Nathalie. À demain. Bonne soirée sur France Info.